Bonjour à tous, merci de m'avoir rejoint pour la lecture de ce compte-rendu sur le procès de Mazan. Alors aujourd'hui, je vais un peu mieux, là je sors juste d'une séance de boxe. Je me suis dit qu'il me fallait absolument un défouloir, quelque chose pour extérioriser. Bon, je marche beaucoup, je suis quelqu'un qui marche quotidiennement, ça me fait beaucoup de bien pour me libérer l'esprit, mais j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus punchy, et franchement j'ai adoré parce que là je me sens requinquée et d'attaque pour lire certes des choses horribles, mais au moins j'ai trouvé, je pense, un défouloir pour pouvoir me libérer mes émotions. Et n'hésitez pas à faire la même chose, franchement le sport c'est extrêmement libérateur. Aujourd'hui nous allons lire le compte-rendu de Juliette Campion, qui est journaliste, et qu'on remercie énormément, et qu'on va suivre sur X. Je vous mets le lien en description. Alors je me suis pas du tout spoilée, j'ai juste vu le massacre de Maître El Bouroumi, qui a absolument pété un câble, qui fait absolument n'importe quoi. Si je retrouve les extraits, je vous les mettrai dans la vidéo. Je sors du procès Pellico. On a diffusé des photos de madame qui sont effectivement dans des positions qui posaient problème, puisque depuis quelques jours, elle nous expliquait que jamais elle avait participé à quoi que ce soit. Quand elle voit les vidéos, je pense qu'elle s'y attendait pas. Et c'est ce qu'on a essayé de lui dire en disant « Attention madame, oui, je suis prêt, public. » Elle s'est mise en colère. Moi, j'ai pris le micro en disant que c'était elle qui avait souhaité que ce soit public et que maintenant, il s'agissait pas de se plaindre. J'en ai fait aussi une vidéo sur TikTok et Instagram parce que j'ai été vraiment choquée de la manière dont elle amène les choses et de ses propos. Et je comprends, en fait, que les accusés ont droit à une défense. Je suis la première à le dire. Le droit à avoir une défense, je le conçois totalement. Et en plus, si vous êtes avec moi aujourd'hui et que vous écoutez ces comptes rendus-là, ils n'ont pas juste décidé de devenir le mal incarné. Il y a bien une histoire derrière et c'est important de connaître cette histoire. Et c'est important pour nous, femmes aussi, de la connaître, pour essayer de comprendre, et même hommes, hein, essayer de comprendre l'humain, pour essayer de arranger l'humain quelque part. On dit pas qu'ils doivent pas être condamnés, on n'en est pas là, hein. Et ouais, déjà qu'elle défend sûrement actuellement les humains les plus détestés de France, voire du monde. En tout cas, descendre Gisèle Pelicot aujourd'hui, ou essayer de la descendre, ou même essayer de l'accuser et de dire oh, je vois pas pourquoi elle se plaint, surtout qu'on est toutes et tous en train d'essayer de se battre contre la culture du viol. Franchement, je sais pas comment elle réfléchit en fait. Et en fait, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on a l'impression qu'elle ne veut pas l'admettre en plus, qu'elle est complètement en train de normaliser la culture du viol, et c'est ça qu'on lui reproche. C'est pas qu'elle soit avocate, parce que je l'ai entendu dire, oui mais avocate, y a pas de souci, t'es avocate, tu défends tes clients, tout le monde a droit à une défense, les accusés, ce sont des êtres humains, et ce sont des personnes qui ont une histoire, ça on l'entend totalement. Mais ce sont des personnes qui ont une histoire, qui peut-être expliquent pourquoi ils en sont arrivés là, en tout cas leur acte, l'acte qu'ils ont commis, l'acte mauvais qu'ils ont commis, il doit être condamné, et surtout, on essaye aussi de décortiquer pour essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus, tout simplement. Mais qu'elles disent, ouais, mais c'est bon, ils ont pleuré, ou je sais pas, enfin, bref, c'est n'importe quoi. Franchement, ça m'a saoulée, ça m'a même choquée. Je vous propose qu'on commence de suite, et qu'on ne s'attarde pas sur ça, parce que franchement, c'est vraiment stupide de réagir comme ça. On commence. Bonjour à tous, vendredi 20 septembre, 14e journée d'audience du procès des viols de Mazan. Il y a moins de journalistes aujourd'hui, mais toujours autant de public, voire plus. On attend ce matin un accusé, Cyril D. Dominique Pellicot vient d'entrer dans son box, il est assis sur sa chaise, jambes croisées en surplomb par rapport aux autres accusés. Il regarde Gisèle Pelicot, son ex-femme, et Caroline Darian, sa fille, assises en face dans le carré des parties civiles. L'audience est ouverte. L'avocat général revient sur la problématique de visionner ou pas les vidéos concernant les accusés. Loin de moi toute idée de sensationnalisme, encore moins de voyeurisme, je voudrais rappeler que sans ces éléments, il n'y aurait pas de procès, souligne-t-il. Poursuit. Madame Pelicot ne se souvient de rien, quand bien même elle s'en serait souvenue, sa parole aurait été très largement contestée. Je souhaiterais que pour l'ensemble des accusés, les images, photos et vidéos soient regardées par votre cour. En tout cas, celles qui sont le plus représentatives, annonce l'avocat général. Et pour les accusés qui contestent non pas la matérialité, mais l'intentionnalité, faut vraiment faire un truc pour cette intentionnalité. Faut vraiment faire quelque chose. Moi, j'en peux plus. Hein. Très honnêtement, en fait, il faudrait corréler dans la loi l'intentionnalité avec la demande du consentement. Et je pense que ce procès peut être une jurisprudence pour pouvoir inclure dans la loi cette corrélation entre intentionnalité et consentement. Parce que, très honnêtement, c'est très très dur à entendre. Je pense qu'il faudra aussi voir les vidéos, poursuit-il. Ça vient alourdir les débats, ce sont des images terribles, répétitives, mais je crois très sincèrement qu'en termes d'égalité des accusés, c'est important que ça puisse être fait, insiste l'avocat général. En termes d'information des membres de la cour, ça semble important. Je ne voudrais pas qu'après que nous ayons pris nos réquisitions, la défense nous dise « il y a une demande de condamnation, mais les images, on ne les a pas vues, donc on peut les discuter », explique-t-il. Ok, ils veulent faire les choses bien, quoi. Je préférerais que ce soit maintenant dans les débats, qu'on puisse les voir, et peut-être avant l'interrogation des accusés sur les faits, conclut l'avocat général. La partie civile est d'accord avec cette demande, il faut donner l'opportunité aux accusés d'expliquer comment,
Au moment de commettre ces actes, il ne pensait pas commettre un viol, dit Stéphane Babonneau, l'avocat de Gisèle Pelicot et de sa famille. La défense s'y oppose fermement. On nous dit que ce dossier ne doit pas être sensationnaliste, qu'il doit permettre à chacun, quelle que soit la décision de ce tribunal, que l'équilibre social puisse être présent, dit l'avocat Paul-Roger Gontard. En réalité, en dehors de cette enceinte, on appelle à ce que la honte change de camp. C'est entendable au regard de ce que la victime, partie civile à ce dossier, a pu ressentir. Mais j'observe qu'elle n'est pas venue pour réclamer vengeance, poursuit cet avocat de la défense. Et que la demande de monsieur l'avocat général, en réalité, n'est pas pour votre cour. Elle est pour toutes celles et ceux qui, en dehors, cherchent à s'abreuver du sang qui peut couler de cette justice. Nous pouvons faire différemment, assure-t-il. Nous avons défense, accusation, partie civile, accès aux vidéos. Nous pouvons donc débattre à l'aune de ces éléments beaucoup plus sereinement que si l'on doit, encore une fois, agir en fonction de ce qu'il se passe dehors, estime Maître Gontard. Monsieur le Président, la justice qui doit passer au XXIe siècle ne doit pas s'abreuver des réclamations de ceux qui cherchent le sensationnalisme. Parlez à Maître El Bouroumi alors. De ceux qui cherchent vengeance et non plus justice. Un autre avocat de la défense, Olivier Lantelme, estime que montrer l'ensemble des vidéos serait un déballage nauséabond qui mettrait notre justice en difficulté. Alors attendez, je comprends bien que ces preuves-là soient compliquées à regarder. Si c'est tellement nauséabond, ça prouve totalement la culpabilité et le crime en fait des accusés. Je comprends pas. Il critique les réseaux sociaux qui ne représentent pas la justice selon lui et qui cherchent à fouetter le sang au risque d'embrumer les esprits. Si la partie civile a rappelé qu'elle avait la clé de la porte de cette salle d'audience, il n'a pas les clés de la dignité. Le gardien, c'est vous, président de la cour d'assises, dit-il, à l'intention de Roger Arata, citant l'article 309 du Code de procédure pénale. Donc je m'adresse à vous. La justice, pour bien se passer, n'a pas besoin d'un déballage nauséabond. Elle doit passer avec une sérénité et dignité, insiste Olivier Lantelme. Il y a la presse entière, le monde entier en guise de publicité, on ne pouvait pas faire plus. Je ne vois pas pourquoi il faudrait tout diffuser sur les écrans de cette salle. Ce qui doit être vu sera vu au cas par cas, propose-t-il. Il y a un temps où ces écrans n'existaient pas. On faisait circuler les photos entre les mains des jurés, désormais magistrats professionnels, dans le cadre de la cour criminelle départementale du Vaucluse. L'avocat cite l'exemple des crimes de Mohamed Merah à Toulouse et Montauban en 2012. Je ne crois pas qu'on ait projeté à la face du monde entier sur des écrans ces images-là, observe-t-il. Il faut faire en sorte d'accéder à toutes les pièces, mais que ce soit les parties et pas le monde entier. Surtout quand on sait ce qu'il se passe de l'autre côté de cette porte, dans l'enceinte même du palais de justice, ajoute l'avocat. Un autre avocat de la défense fait valoir que dans le cadre d'une cour criminelle, s'il y a des interrogations, il y a possibilité de regarder ces vidéos. Vous avez le dossier, je m'interroge vraiment sur la finalité de la demande de l'avocat général. Plusieurs avocats de la défense ont apporté leurs arguments afin de s'opposer à cette demande. Le président et la cour sont sortis pour y réfléchir pendant une vingtaine de minutes. Réponse du président, Roger Arata: je prends la décision que les diffusions de vidéos ne seront pas systématiques. Il n'accède donc pas à la demande de l'avocat général. S'il doit être envisagé une diffusion d'une séquence vidéo ou photo, cela se fera à la demande de l'un ou l'autre des parties, dans le but unique de la manifestation de la vérité, précise le président. Les journalistes ne pourront pas non plus voir ces vidéos indécentes et choquantes. Elles seront projetées dans la présence unique des seules parties au procès et de la cour. Je ferai donc évacuer la salle, dit Roger Arata. Ça veut dire qu'il met un huis clos, enfin il met un huis clos partiel pendant la diffusion, quoi. On entend maintenant Cyril D, 54 ans, poursuivi pour viol aggravé sur Gisèle Pelicot, mais ça veut dire qu'il n'a pas respecté la volonté de Gisèle Pelicot de ne pas mettre de huis clos. Je comprends après la réflexion derrière, mais Gisèle Pelicot voulait que tout soit diffusé, que tout soit public, donc il n'a pas respecté sa volonté. On entend maintenant Cyril D, 54 ans, poursuivi pour viol aggravé sur Gisèle Pelicot pour des faits remontant en septembre 2019. Mon père, je le surnommais Hitler. Ah, c'était lui. Il était violent, grosse colère, alcoolisme, il se fâchait vite si on ne faisait pas ce qu'il voulait, décrit l'accusé à la barre. Il parle calmement, main dans le dos. Lui et son frère et sa sœur ont été placés séparément. J'ai fait des fugues, j'allais me réfugier chez mes grands-parents, se souvient l'homme. Il a fait un apprentissage en boucherie à 14 ans et demi et un CAP à 18 ans. Concernant son ex-épouse, il dit avoir toujours respecté ce qu'elle ne voulait pas en termes de relations sexuelles, mais il reconnaît qu'il avait des frustrations. Votre tempérament, lui demande le président. Je suis agité, je suis speed, je fais beaucoup de sport, dit Cyril D. Maintenant, je vais demander le consentement. J'ai des réticences et j'entends qu'on me dise tu as mon consentement, dit-il. Le juge m'a dit, même mariée, une femme ne vous appartient pas en plein. Peut-être pas du tout, ponctue le président. L'accusé acquiesce. J'ai toujours respecté ma femme, ses décisions, toujours, insiste-t-il. Elle ne m'appartient pas. Si elle ne voulait pas quelque chose, je respectais, souligne Cyril D. Prendre ces médicaments, ça me soulage le cœur car j'ai beaucoup de tristesse pour Madame Pelicot. Je ne sais pas si j'arriverai un jour à l'enlever, dit-il, très ému. J'ai demandé un traitement. Je ne dors pas, je fais des cauchemars, je suis sortie de prison le jeudi. Le lundi, j'ai attaqué le travail, explique Cyril D, qui avait été décrit dans son enquête de personnalité comme un gros travailleur. Il a eu un gros accident de travail justement, son tendon d'Achille a été écrasé lors d'un accident, il est désormais reconnu comme travailleur handicapé. Une assesseure l'interroge sur les violences qu'il a vécues enfant, sur lesquelles il ne s'est pas étendu. Cyril D raconte une branlée extrêmement violente infligée par son père devant toute sa classe à l'école. C'est après cet épisode qu'il a été placé. Je sais pas si on se rend compte à quel point la violence ça peut détruire quelqu'un. J'allais dire détruire un enfant, mais non, tu détruis l'humain en fait derrière.
Cyril D devient alcoolique. Il était abstinent jusqu'à son accident de travail, il y a 1 an, suite auquel il a pris du lamaline, un antalgique puissant qui empêche la douleur. Il s'est de nouveau mis à boire pendant cette période. On m'a proposé une bière, puis 2, j'ai dormi. Le lendemain, j'ai appelé ma fille, je lui demandais « Emmène-moi quelque part », rapporte l'accusé. Son avocat, Maître Gontard, lui demande quelles étaient les relations avec sa mère. L'accusé, ému, a du mal à parler. Très protectrice, lâche-t-il. C'est difficile pour vous d'en parler, constate son conseil. Oui, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, répond l'accusé. Une assesseure lui demande quelles étaient les relations avec sa mère. L'accusé, ému, a du mal à parler. Son avocat, Maître Gontard, cite les témoignages élogieux de plusieurs de ses proches, dont sa fille, ce qui émeut beaucoup l'accusé. Il n'a jamais eu de geste déplacé envers moi ou sur l'ensemble de mes copines. Il est respectueux, serviable et travailleur, a-t-elle attesté, parlant d'une relation fusionnelle avec son père, qui lui a appris les valeurs de la vie. Son avocat lui demande d'expliquer ce qu'il a subi enfant, pied dans la tête, dormir dans la baignoire, à genoux sur le gravier avec un verre d'eau sur la tête pendant des heures et des... Oh, mon Dieu, c'est de la torture, hein. Pendant des heures et des heures au soleil, tout nu dans la neige parce que je faisais pipi au lit, décrit-il. Voilà les dégâts de la violence. Heureusement qu'il a pas fait subir les mêmes violences à ses enfants. Je suis contente que sa fille, en fait, elle ait pas vécu la même chose et que là, en fait, lui, il a peut-être brisé au moins avec son enfant, il a brisé le cycle de la violence, même s'il l'a fait sur Gisèle. On vous attendait à la sortie de l'école avec une fourche, pointe son avocat. Oui, un couperet, précise l'accusé. On recherche de suite ce que c'est un couperet parce que je ne sais pas du tout ce que c'est et je vous mettrai l'image au montage. Ah oui! Ah oui! Ah mais ça fait très peur. Et tu m'étonnes qu'il s'est redit. C'est lui qui était bouché, non? Dirigé vers des trucs de boucherie. Bon, enfin bon, on en vient aux faits. Le président l'interroge et relit ses déclarations. Cyril D a assuré avoir pensé être là pour un plan à 3 où Gisèle Pellicot aurait pris quelque chose pour se détendre. Vous acceptez que la scène soit filmée et vous pensez que la femme était complice selon vos termes, décrit le président. Vous admettez ne pas vous être posé les bonnes questions à la vue de cette femme, interroge Roger Arata. Il y a eu des pénétrations vaginales, digitales et péniennes, précise le président. L'accusé a notamment imposé une fellation à la victime. Le président, la question qui se pose, c'est que vous êtes en présence d'une personne dont vous n'avez jamais vu le visage, qui ne manifeste rien, et vous avez une érection. Vous l'expliquez comment? Est-ce que c'est le scénario? Il y a une partie de ça. Il l'interroge sur la notion de consentement. J'ai 54 ans et c'est vrai que j'ai passé outre ce consentement. J'espère qu'on apprendra ça dans les écoles. J'en discute avec ma psychiatre. La femme n'appartient pas à l'homme, c'est là où je m'en veux, explique-t-il. Cyril avait envoyé son sexe en photo à la demande de Dominique Pellicot. Ce dernier lui avait envoyé la photo d'une femme avec une pastille blanche et une femme sur une table de salon avec 4 ou 5 hommes autour. Il ne sait pas si c'était Gisèle sur ces clichés. Dominique Pellicot lui avait dit qu'il avait donné des cachets à son épouse, mais l'accusé assure n'avoir pas su lesquels. Il savait seulement que c'était des cachets pour se détendre. Quand on lui demande en garde à vue si Dominique Pellicot lui a parlé du fait qu'il faisait violer son épouse, il a déclaré « Je n'ai pas souvenir qu'il a dit ça, j'ai dû zapper ». L'assesseur lui dit « J'ose espérer qu'on se souvienne d'être sollicité pour commettre un viol ». Je n'ai pas pris de plaisir, assure l'assuré. Nous avons une vidéo où elle s'étouffe lors de la fellation imposée par l'accusé, dit Stéphane Babonneau, l'avocat de Gisèle Pellicot. Un expert a dit qu'elle subissait un risque vital, rappelle-t-il. Et vous êtes en train de me dire qu'à ce moment précis, vous n'avez pas conscience que vous êtes en train de la violer, poursuit l'avocat de la partie civile? Je ne pense pas avoir un rapport consenti, non, rétorque l'assuré. Donc vous êtes conscient que vous êtes en train de la violer? Demande Stéphane Babonneau. Oui, quelque part, dit Cyril D. Au moins il avoue. Stéphane Babonneau ne demande pas de projeter la vidéo de la fellation, étant donné que l'accusé reconnaît le viol. Pourquoi ne pas avoir dénoncé? Demande Stéphane Babonneau. Je n'ai aucune explication, répond l'accusé. L'avocat insiste. La peur. J'ai beaucoup travaillé sur le consentement, pas mal de choses, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas prévenu les gendarmes. Peut-être parce que du début à la fin, la seule personne à laquelle vous avez pensé, ça a toujours été vous, avant Stéphane Babonneau. Il y a une forme de ça peut-être. Ça m'a tellement écœuré que j'ai essayé d'oublier, mais on ne peut pas oublier, assure l'accusé. L'avocat général souligne que 8 mois après sa confrontation, Cyril D a demandé à être entendu par la juge d'instruction pour lui dire « J'ai pris conscience de la chose, je n'ai pas eu le consentement de Madame Pellicot, je suis coupable de viol », résume le magistrat. Est-ce qu'on peut considérer que cette position est celle que l'on doit retenir définitivement, lui demande l'avocat général? Oui, j'en ai souffert en prison. Je me suis même posé la question si je devais continuer à vivre en sachant qu'elle n'allait pas continuer. Je me suis coupée, j'ai 40 et quelques points d'escarification. Je m'excuse, j'ai été naïf, bête, un pelé, un âne, déclare Cyril D. Je me suis levée très tôt ce matin et j'ai revu la vidéo. Elle ne reflète pas du tout ce que vous dites à la barre. Ce que j'ai vu, ce n'est pas un homme apeuré, envahi par la peur comme vous le déclarez, lui dit Béatrice Zavaro, l'avocate de Dominique Pellicot. Béatrice Zavaro, vous reprochez à monsieur Pellicot de ne pas avoir employé des bons mots. Il n'aurait jamais dit « je drogue ma femme ». Il vous a bien dit qu'elle serait endormie, qu'elle prenait des cachets pour se détendre. Mais vous n'avez pas pu arrêter en voyant qu'elle était inconsciente? Oui, j'ai perdu pied. On passe aux questions de son avocat, Maître Gontard. Il rappelle que Dominique Pellicot a mis son client en confiance, qu'ils se sont rencontrés avant les faits. On a pu parler de tout, de vélo, etc. Il m'a dit « t'es un sportif toi », relate Cyril D. Qu'est-ce qui vous a mis en confiance en le voyant? Demande l'avocat. L'âge, la prestance. Il était bien coiffé, bien rasé, sympathique, décrit l'accusé. L'avocat souligne qu'il y a 2 vidéos de fellation entre son client et la victime. À un moment, Dominique
Dominique Pellicot lui dit « Laisse-la respirer. Est-ce que vous avez une réaction ?» demande Maître Gontard. La peur, tout se mélange dans la tête, dit l'accusé. L'audience est suspendue, elle reprendra à 14h avec les explications de Dominique Pellicot sur cet accusé. À la sortie, Maître Camus, l'avocat de Gisèle Pellicot et de sa famille, fait une déclaration au sujet de la décision du président de ne pas projeter systématiquement les vidéos des accusés et de faire sortir les médias quand elles seront diffusées. Il serait question d'indignité dans les vidéos projetées, toute la difficulté c'est que sans ces vidéos, il n'y a pas de procès. C'est donc venir dire que c'est le dossier lui-même qui est indigne, que les débats eux-mêmes seraient indignes, estime-t-il. Il ajoute « Il y a pour moi une contradiction majeure à venir dire que la partie civile en matière de violence sexuelle a les clés de cette audience, mais de lui reprendre immédiatement dès lors qu'il s'agit de discuter des éléments de preuve. » C'est vrai, son souhait c'était qu'on les diffuse. On les diffuse pas bien sûr à la terre entière, c'est dans une salle de rediffusion, la captation de ces images elles sont interdites, tu peux pas venir et prendre en photo, donc sinon tu peux aller en prison. Mais je comprends pas trop en fait pourquoi lui avoir demandé si elle voulait un huis clos et qu'elle dise non et qu'après il lui enlève en fait, ouais, comme il dit, les clés de ce procès quoi. Antoine Camus rappelle que sa cliente a souhaité ouvrir les portes de cette salle d'audience parce qu'à titre personnel elle n'attend rien de ce procès. Sa vie est oh, ça me fait mal. Sa vie est détruite, son ambition est de tenter de faire bouger les lignes. Là, clairement, elle se bat pour nous. Elle se bat pour nous, pour les femmes d'aujourd'hui, de demain. Elle est vraiment en train de faire ça parce que pour elle, sa vie, elle est détruite. C'est tellement triste. Avec cette décision, à titre personnel, j'en suis un peu navrée. Plutôt que de faire bouger les lignes, nous repartons 50 ans en arrière. C'est fort dommageable, regrette l'avocat de la partie civile. Même la presse se voit refuser l'accès aux vidéos pour pouvoir les commenter alors qu'elles sont au centre des débats et que Madame Gisèle Pellicot voulait les donner à voir, souligne Maître Camus. Parle d'un huis clos déguisé. C'est vrai que franchement, c'est honteux, hein. En vrai, ils n'ont pas respecté sa volonté. La défense a soutenu que ces vidéos indisposeraient la presse, qu'elle souhaiterait elle-même ne pas les voir et qu'on lui impose. Je laisserai la presse commenter car il me semble que c'est un sujet de presse, conclut-il. Les procès des viols de Mazan va reprendre. Gisèle Pellicot vient d'arriver, le public, plus nombreux que jamais, l'applaudit avec ferveur. L'audience a repris, on entend désormais Dominique Pellicot à propos des faits concernant Cyril D. Celui-ci a dit avoir été impressionné par le septuagénaire au moment des faits. La seule demande que j'ai eue, c'était de l'empêcher de lui faire du mal ou d'être violent, assure Dominique Pellicot. Vous pouvez mettre la vidéo, vous verrez, dit-il avec aplomb, mais toujours très calmement. Pour Maître Gontard, Dominique Pellicot a menti en refusant d'envoyer à son client des photos où l'on voyait le visage de son épouse, en prétextant qu'il n'en avait pas alors qu'il en avait. Dominique Pellicot refuse de reconnaître qu'il a menti. On vous reproche de ne pas avoir une mémoire infaillible, observe Béatrice Zavarro. Est-ce que voir les visages des accusés à la barre vous éclaire sur la teneur des scènes avec eux, demande-t-elle? Oui, assure-t-il. L'audience va être suspendue, le président refait un point sur le planning de la semaine prochaine. Dominique Pellicot sera absent le vendredi pour des raisons médicales. Les interrogatoires des personnalités du prochain groupe d'accusés auront donc lieu ce jour-là. On se penchera la semaine prochaine sur les cas des 6 accusés au total, dont 2 détenus. Stéphane Babonneau demande si les fils de Gisèle et Dominique Pellicot pourront être entendus la semaine prochaine. C'est vrai qu'on les voit pas beaucoup, ces fils. Le président répond par la négative car le programme est trop chargé et que l'absence de Dominique Pellicot sur une journée n'aide pas. Il propose de les entendre à la fin du procès avant les plaidoiries, autour de décembre. Ça va être tellement long. Toutes les parties civiles ont été entendues. Les maîtres à la toute fin donnent l'impression qu'on les renvoie parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper avant, estime Stéphane Babonneau. Oh non, ce n'est pas ça, assure le président. Il ajoute que leur demande sera étudiée pour trouver un créneau dans les semaines à venir. C'est une famille qui est entendue sur les bancs des parties civiles. Il n'y a pas de logique à ce que David et Florian, pense que c'est leur fils, soient reportés, insiste l'avocat. L'audience est suspendue jusqu'à lundi. Un grand merci de m'avoir suivi et merci pour vos encouragements tout au long du procès, long et éprouvant. Merci, c'est vrai, merci à vous d'être aussi présent, d'être un soutien pour moi aussi, hein, même si je ne fais que relater ce qu'écrivent Juliette Compion, Marion Dubreuil. Ça fait chaud au cœur en fait de voir toute cette sororité et je vous en remercie parce que sans vous je sais pas si je continuerai à le faire, vraiment vous êtes d'un soutien infaillible, donc je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires. Je vais à la salle de sport, je lis avec grand plaisir les avis, les insultes, tout ce dont je fais l'objet parce que je fais mon travail dans un pays où on a soi-disant les lumières. Vous savez, ça me fait penser à une chose, c'est qu'en fait si j'avais été dans un pays où je défendais des femmes, hein, lesbiennes, des femmes qui s'adonnent à la prostitution, des femmes dont on considérait dans ce pays, qui sortent avec des jupes, ou qui travaillent, ou qui conduisent, et dont on considérait dans ce pays qu'elles sont des mauvaises filles, je serais traitée de la même manière qu'aujourd'hui en fait. Je serais traitée de la même manière qu'un pays, la France, qui considère parce que je suis avocat, que je pose des questions, que j'essaie de comprendre ce qui se passe dans un dossier qui est loin d'être très simple.